Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Web TV de la Ressource Channel, notre Web TV Ressources. On avait fait une première en avril, là c'est parti pour une série de live avec vous, en famille. On ne va pas se raconter d'histoire, on a des moyens que l'on a pour faire ce qu'on fait. On va faire des choses très sympas, originales, vues nulle part ailleurs. On va essayer de vous apporter vraiment cette idée de mieux comprendre pour mieux agir, vous donner la capacité à agir, à devenir autonome dans cette optique qu'a ressource, mettre à portée les choses, que ça ne reste pas quelque chose de nébuleux, de compliqué, et que vous puissiez vous-même, alors que vous êtes patient ou entourage, ou que vous voulez tout simplement prendre soin de votre santé, et que vous vous intéressez à ce dont on va parler, vous venez ici sur cette chaîne pour avoir des moyens simples. Donc on a besoin de votre aide, je le dis tout de suite, ce live est en direct et accessible à tous. Mais j'insiste, nous avons des sponsors qui nous ont aidés pour mettre en place cette chaîne, avoir les moyens. Mais si on veut pouvoir continuer, on a vraiment besoin de vous. Là, on est bénévole, on est là avec vous ce soir, avec Pénélope, avec Jacques. Mais clairement, on a besoin aussi de professionnels derrière et de moyens. Alors, n'oubliez pas, faire un don, c'est défiscalisable. Il y a une boutique aussi, vous pouvez aller acheter des choses, c'est un moyen de nous aider. On se retrouvera donc sur d'autres thématiques et on va démarrer aujourd'hui sur la thématique de l'hormonothérapie, une thématique qui peut faire peur parce que c'est un mot qui fait peur. Mais notre objectif justement, c'est désacraliser ça et voir comment on peut accompagner ces traitements, par des choses simples, de la vie accessible par tous, dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour accompagner ces traitements, pour qu'ils soient mieux supportés, voire des fois les remplacer s'ils sont impossibles. En tout cas, apporter des réponses. Et heureusement, je ne suis pas seul. Parce que je suis médecin et vous savez très bien qu'à des moments, je vais déraper, je vais partir en live, justement, et je vais avoir des mots hyper compliqués. En même temps, si je n'utilise pas des mots compliqués, vous ne croirez pas que je suis docteur. Donc, comme je fais jeune en plus, on ne croit pas qu'on se dit il sort de la fac celui-là. Je ne vous ai pas envoyé mon interne, c'est bien le docteur Mouisset, je suis oncologue médical. Et donc oui, je peux parler avec mon expérience, par des images, mais à des moments je vais être obligé d'utiliser des mots compliqués. Et heureusement, il y aura quand même Jacques avec moi, mais Jacques à ma droite est aussi médecin, nutritionniste. Après, la capacité particulière qu'il a, c'est qu'il est spécialisé en médecine nutritionnelle et fonctionnelle. Voilà, vous avez compris, c'est le mot fonctionnel qui est important. On ne reste pas que dans la mécanique, mais aussi dans la fonctionnalité. C'est le grand point d'importance de ces soirées. Et Jacques reste médecin, donc heureusement Pénélope est là. Ne vous inquiétez pas. Elle va être votre atout. Vous avez un chat où vous allez pouvoir poser des questions, bien sûr. Mais heureusement, je pense que Pénélope va de temps en temps nous rattraper quand on part là-haut dans des sphères compliquées. Alors justement, Pénélope, moi je suis médecin, je prescris des hormonothérapies tous les jours. Je vois tous les jours des personnes qui viennent me parler de ces difficultés. Et toi, parce que moi je suis médecin, mais on m'en parle toujours de façon atténuée, on ne me dit pas tout. Toi qui n'es pas médecin, mais qui est nutritionniste, diététicienne, formée aussi à la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends ? Alors, qu'est-ce que j'entends quand les patientes vont être confrontées à une hormonothérapie ou qu'elles prennent une hormonothérapie? Alors, on va dire tout d'abord, il y a celles pour lesquelles on vient de leur annoncer, tu viens de leur annoncer qu'elles vont devoir prendre un traitement d'hormonothérapie. Il y a des peurs qui s'expriment. Alors, j'ai noté un peu de verbatim, je m'excuse un peu, je vais lire, mais j'y vais à reculons pour le prendre. Ça n'arrange pas les os. Donc là, on sent qu'il y a quand même une peur de la douleur qui s'exprime. J'ai compris que j'allais avoir des douleurs partout. Donc, c'est ces peurs qui sont récurrentes. Ce truc va me pourrir la vie alors que je me sens en forme. Donc, une peur que la vie se dégrade. J'ai eu peur de prendre un coup de vieux, de devenir un vieux machin. Donc, il y a vraiment cette peur physique, émotionnelle. Peur de ne plus avoir mon énergie vitale, qui ressort également. La peur de grossir. Je suis diététicienne nutritionniste, donc cette peur de grossir, les femmes me l'expriment parce que ça fait entièrement partie de leur intégrité, on va dire, et de leur équilibre. Et puis, quand elles ont déjà leur traitement, alors au niveau des plaintes, les plaintes,
pour beaucoup d'entre elles, ce sont des douleurs articulaires. Elles ont un problème de déverrouillage le matin. Elles sont toutes rouillées comme des personnes un petit peu âgées. Elles ont mal aux os. Des bouffées de chaleur qui peut du coup avoir un impact sur la qualité du sommeil et donner des insomnies. Et on sait à quel point le sommeil va engendrer par effet domino eh bien, un mal-être, hein, bien sûr. Des sécheresses vaginales, elles osent m'en parler, qui entraînent ce qu'on appelle des dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs pendant les rapports sexuels. Et du coup, il va y avoir une baisse de libido, des problèmes de couple hein, qui peuvent aussi arriver à la suite de cela. Une perte de féminité, donc il y a quand même une image de soi qui est dégradée. Je me rappelle d'une de mes patientes qui m'a dit « Je ne me reconnais plus, j'ai l'impression de vivre dans le corps d'une personne qui n'est plus moi », de la fatigue physique, cognitive. Alors là, oui, avec des baisses de mémoire, des baisses de concentration, des baisses de capacité d'apprentissage. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent avec une impression parfois de brouillard même. Et puis, cette fameuse prise de poids. Hein, voilà, ce sont un petit peu les plaintes. Alors, je m'adresse à toi, Jacques. Je me permets... non, pas Jacques. Je vais m'adresser d'abord à... Tu as bien fait de t'adresser à moi, parce que j'avais une Oui. observation. Oui. C'est parce que tout ce que tu viens de décrire, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'hormonothérapie, on Oui. pense beaucoup Oui. de l'hormonothérapie chez la femme, Oui. mais c'est vrai qu'il existe aussi une hormonothérapie chez l'homme. Oui. Lors des cancers de la prostate notamment, on va utiliser de l'hormonothérapie pour avoir... Jean-Loup va l'expliquer un petit peu les mêmes effets Oui. vis-à-vis du cancer. Oui. Et que ces plaintes qu'on retrouve chez la femme, on les retrouve beaucoup chez la femme aussi. Chez l'homme aussi. Vous voyez, j'inverse un petit peu. Et donc on va avoir un petit peu ces mêmes problématiques de bouffées de chaleur, de difficultés de concentration psychologique, d'image de soi, Oui. de prise de poids. Et vrai. donc c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais pourtant, Dieu sait si les plaintes sont là. Voilà. Les hommes sont moins informés. Les hommes sont beaucoup moins informés des effets de l'hormonothérapie. Les femmes le savent qu'elles vont avoir à suivre une hormonothérapie. Les hommes, c'est un grand désert intellectuel et de savoir. Et les médecins ne sont pas toujours là pour bien expliquer. Oui. Moi, j'ai plein d'exemples où les gens sont partis avec une prescription sans aucune explication de ce qui allait se passer. Tout à fait. D'où l'importance aussi de diffuser ce message vers la population masculine qui va devoir aussi peut-être être confrontée à cette thérapeutique. Confrontée à cette thérapeutique-là. Du coup, je me permets, Jean-Loup, l'hormonothérapie, moi, face à toute cette symptomatologie potentielle, c'est pas parce que j'ai décrit ça que les patients ont tout, hein, bien évidemment, mais est-ce que l'hormonothérapie, finalement, est-ce que c'est vraiment indispensable ? Ça va être difficile, mais je vais répondre. On est bien d'accord que là, on va devoir poser des choses parce que si on veut comprendre d'abord pourquoi l'hormonothérapie, il y a plusieurs hormonothérapies. Il y a plusieurs façons d'agir. Donc on va l'expliquer. Et on va expliquer d'abord aussi qu'est-ce que c'est l'hormonothérapie. Tout ça, pour ceux qui ne sont pas concernés par l'hormonothérapie en soi, écoutez, ça va être intéressant parce que de toute manière, les hormones, c'est un facteur de croissance. Donc on va voir que dans d'autres types de cancers, ce n'est pas les hormones, mais c'est d'autres facteurs de croissance. Donc on va être confronté finalement à des choses qui sont des fois proches. Donc c'est un beau modèle pour comprendre la cancérologie et du coup comment on peut s'impliquer. Alors on va poser d'abord une chose, être bien d'accord. Le cancer, c'est une maladie de la prolifération incontrôlée de cellules. C'est simple, si on devait donner des voitures, c'est une voiture qui est tout d'un coup, dont l'accélérateur est appuyé à fond et on n'arrive pas à repartir en arrière, où il n'y a plus de frein à main, il n'y a plus de frein, et donc on est sans cesse en train de courir. Ça tourne trop vite. Donc c'est un emballement des cellules. Et nos traitements en général vont agir sur ce phénomène-là, soit pour empêcher cet emballement, soit pour bloquer et ralentir ces cellules. Et donc l'image que je montre, elle veut illustrer ça. On voit ces marmottes qui sont complètement dégénérées, vous voyez qu'elles ont les yeux qui partent à droite à gauche. Donc elles veulent imager ces cellules cancéreuses qui prolifèrent beaucoup trop et qui, là, dans l'image, sortent alors qu'elles devraient rester tranquillement en train d'hiberner. Elles n'hibernent pas, elles prolifèrent, elles sont dehors. On montre l'image de l'aigle comme si c'était la chimiothérapie. Cette chimiothérapie ne peut attraper que ce qui prolifère. Tout ce qui est au repos, donc qui est sous terre, il ne peut pas l'attraper. Et donc l'idée, quand on dit la chimio, ça détruit tout, non. La chimio détruit les cellules qui sont en prolifération. D'où les cheveux, d'où les globules, par exemple, qui sont les cellules qui prolifèrent le plus. Donc ça permet de bien entendre et bien comprendre ça. C'est important parce que ce schéma-là,
vous entendez pourquoi, tiens, le jeûne peut être intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va mettre les cellules saines, il va les laisser endormies. Il va éviter qu'elles se réveillent, puisque au bout de 24 heures, on va manquer de sucre, elles ne vont pas se réveiller, elles ne vont pas sortir. Les cellules cancéreuses se foutent absolument que vous soyez à jeun, elles continuent leur vie. Et par contre, quand la chimio passera, c'est plutôt les cellules cancéreuses que les cellules saines qui vont prendre le passage de l'aigle et donc les dégâts. L'hormonothérapie sur ce schéma, c'est où? C'est sous terre qu'elle agit. En fait, c'est un mitogène. Alors, un mot qui veut dire « je mets en mitose ». Je génère la mitose, autrement dit la division de la cellule. Donc en fait, dans l'image là, les hormones viennent jouer un rôle de réveil. Elles réveillent les marmottes qui sortent. Et donc l'hormonothérapie, dans le concept, c'est tout simple, c'est de venir bloquer, d'empêcher les hormones. Ce n'est pas des hormones qu'on envoie, c'est des anti-hormones ou des processus qu'ils font qu'il y aura moins d'hormones circulantes qui vont réveiller les marmottes, donc moins de marmottes qui sortent, donc moins de prolifération. Donc il y a une logique simple à entendre dans l'idée de l'hormonothérapie, et on voit bien, dans un cas, la chimio, elle est à l'extérieur sur des cellules qui sont en prolifération, alors que l'hormonothérapie, elle est là pour empêcher que ça se réveille. Voilà, donc cette image-là permet de poser ces choses-là. Et après, je répète, il y aura deux grands schémas. Soit je vais réduire la quantité d'hormones qui vient réveiller les marmottes, soit je viens empêcher les hormones de toucher les marmottes. Et il peut y en avoir beaucoup, mais elles n'iront pas, parce que je vais mettre une espèce de protection autour des marmottes pour pas qu'elles se réveillent. Alors je cherche une petite manipulation pour montrer, pour faire tourner les diapos. Alors une diapo compliquée, il faut bien que je vous montre des choses quand même qui montrent qu'on part de la science. Et regardez ce schéma, il est imagé par des schémas, il est tiré d'une revue scientifique c'est un article qui date de 2011, et qui fait référence, puisque à ce moment-là, on a posé dans le monde scientifique de la cancérologie le fait que les cellules cancéreuses ont 12 caractéristiques principales. 12 caractéristiques. Les hallmarks du cancer, ce sont celles-là. C'est intéressant parce que rien qu'en voyant, on va les énumérer, on va comprendre que tiens, si elles ont ces propriétés, ces cancéreuses, si elles ont ces propriétés, on pourra évidemment agir en face et voir ce qu'on peut faire contre. Et c'est aussi les rectangles qui sont en face et qui montrent, à la fois qui nomment, mais qui sont des moyens d'agir, dire, puisqu'elle a cette propriété, je peux l'annuler éventuellement. Ce qui est très important d'entendre, c'est que toutes les cellules cancéreuses n'ont jamais toutes les propriétés. Ou alors elles les ont de façon répartie, avec des fois, c'est presque 90% sur un secteur, et puis c'est réparti sur le reste à des petits pourcentages. L'important, ça va être en fait de savoir, quand on a un cancer, quelle est la caractéristique principale, ou quelles sont les caractéristiques principales sur lesquelles je vais agir. Là, vous entendez que l'idée de dire il y a un traitement du cancer, quand on voit ce schéma, on voit que ce n'est pas possible. Il n'y a pas un traitement du cancer. Il y a un traitement qui va correspondre à la biologie de la maladie, et vous devez connaître la biologie de votre maladie. Donc, chaque fois qu'on entend dans les médias, dans un livre, quelqu'un qui dit le traitement du cancer c'est ça, malheureusement, c'est pas possible. Si j'entends bien, c'est grâce à la connaissance de ces caractéristiques qu'on va adapter, qu'on va individualiser un traitement. On va essayer, tu essayes, comme oncologue, de connaître les caractéristiques, toutes les caractéristiques d'une cellule cancéreuse pour utiliser la meilleure des thérapeutiques ou les meilleurs conseils pour essayer ensuite de prendre en charge ces caractéristiques de cette spécificité de cancer. Voilà. Là, on est en faisant ça, en analysant ce qu'on est en train de faire, on sait qu'on peut aller plus loin, faire des analyses plus poussées, mais là, en analysant ça, on sait qu'on va être dans une médecine de précision. Une médecine qui traite la maladie de la personne. On n'est pas dans une médecine personnalisée. Personnalisée, c'est la personne. Et ça va être encore une autre domaine, et c'est justement nous ce qu'on va vouloir apporter, pousser, c'est-à-dire tenir compte de la maladie, mais après du terrain dans lequel elle se développe. Et ce terrain, c'est une personne, c'est une histoire, c'est une famille, c'est un héritage. Bon. Et c'est ce qu'on va justement essayer d'aborder. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la personne? Mais là, on doit le faire en connaissance de la maladie. Et là, si je cite les choses, la maladie, alors en bleu, vous voyez un petit sigle infini, c'est que les cellules se répliquent à l'infini. Et ce cancer, elles ont cette capacité-là, alors qu'une cellule, peut-être un globule rouge, va se répliquer 4 à 8 fois. Elle va donner 4 à 8 cellules filles, génération. Pas plus. Après, c'est fini, elle est morte.
Donc là, les cellules cancéreuses, elles prolifèrent sans difficulté. Ensuite, l'inflammation, qui est en dessous en orange. Donc là, c'est ça qui fait dire, bah, tiens, le curcuma peut être intéressant. Oui. Quand Servan-Schreiber dit avant 2011, en 2008, le curcuma est intéressant, il y avait plein d'études, mais ce n'était pas encore admis scientifiquement. Il n'y avait pas encore le consensus. Donc c'était un fou. En 2011, oh, c'est plus un fou. Il avait raison. Bon, c'est là qu'on voit que la science, elle avance et qu'il y a des vérités qu'elle va intégrer au fur et à mesure. En noir, on voit le processus métastatique, la caractéristique des cellules cancéreuses. C'est vrai, c'est leur capacité à aller ailleurs. Des cellules de sein, de prostate, qui vont aller sur un os, sur un poumon, sur un ganglion. C'est une capacité qu'elles ont. En rouge, l'angiogénèse, c'est-à-dire que des cellules vont se regrouper entre elles, mais comme un village qui à un moment est saturé, si après il n'y a pas sous un coup des artères, des grandes voies, des égouts, ça étouffe. Les cellules cancéreuses ont besoin à un moment de fabriquer des grandes routes, amener des vaisseaux. C'est ce qu'elles font, elles fabriquent les vaisseaux sanguins. En bleu foncé indigo, on voit cette instabilité génétique qui n'est pas toujours présente, mais il y a souvent une modification de l'expression des gènes, voire mutation, qu'on a intérêt à retrouver. C'est des fois le but de tests génétiques que l'on fait. En gris, on voit la croix, c'est l'apoptose, c'est la mort programmée de la cellule. Toute cellule va s'auto-détruire si elle a trop d'erreurs. C'est exactement, l'apoptose, c'est tiré du grec chute des feuilles en automne. Voilà, les feuilles tombent, c'est normal, c'est l'automne, c'est pas que l'arbre est mort. Et là, des cellules vont s'auto-détruire quand elles ont trop d'erreurs ou sont trop vieilles. C'est la voie normale, et bien les cellules cancéreuses échappent à ça. En violet, la régulation, le détournement de l'énergie. Le cancer est un parasite métabolique. Il va détourner l'énergie, que ce soit les sucres, mais aussi les graisses et les protéines. Et là, sur ce schéma, on profite pour dire qu'évidemment, si on parle de sucre, on ne peut pas se tromper. Évidemment que le sucre est important. Je sais que mes collègues ont tendance à dire « mais non, c'est faux ». Ce schéma nous dit, c'est écrit, qu'évidemment que l'énergie, un excès de calories, c'est pas bon, un excès de sucre entre autres. Mais c'est pas aussi simple, c'est pas que le sucre, on va le voir. C'est là que la personnalisation aussi, suivant le type de cancer, le métabolisme des cellules n'est pas le même. Et donc il va falloir personnaliser aussi en fonction des connaissances qu'on a sur cette propre pathologie-là. La maladie et la personne, si quelqu'un est diabétique, elle a un terrain qui clairement déjà régule mal l'énergie. Donc on sait qu'il va falloir travailler ce terrain-là. Et puis en vert, ça va nous intéresser aujourd'hui, c'est marqué effectivement, et ça c'est la patte de Pénélope, clac, l'hormonothérapie c'est là, vous voyez smiley, c'est ici que ça agit, puisque le vert c'est quoi? C'est les excès de facteurs de croissance, c'est-à-dire ces facteurs qui vont réveiller la cellule et lui dire allez, on se divise, et s'il y a trop de stimulation, c'est excessif. Et l'hormonothérapie, c'est là. Donc tous les cancers qui sont hormonodépendants, c'est-à-dire qui se nourrissent d'hormones parce que les hormones jouent ce rôle de réveil, ce rôle mitogène, c'est là que ça nous intéresse aujourd'hui, c'est là, cet aspect-là. Et vous avez bien compris que des fois, des cancers seront un peu hormonodépendants, des fois beaucoup. Il va y avoir toutes les cas de figure. Et on va voir après que ces hormones peuvent aussi jouer un rôle, même pas que de stimulant, mais parfois un rôle sur le bleu, c'est-à-dire mutagène. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir créer des mutations aussi. Donc, on va voir que la complexité des choses. Je me permets, Jean-Loup, donc, quand tu parles de capacité à capter les signaux de prolifération, quand tu parles des hormones, ce sont les œstrogènes qui peuvent avoir, donc qui vont être proliférateurs, prolifératrices. Ce soir, on va parler, c'est vrai, beaucoup d'hormones sexuelles, les œstrogènes chez la femme, les progestérones les androgènes, testostérone chez l'homme, mais on pourrait parler du cancer de la thyroïde qui est dépendant de l'iode, et du coup, c'est pas du tout le même modèle, c'est pas du tout le même stimulant. Voilà. Donc il y a d'autres voies hormonales, même des hormones comme la prolactine, peuvent venir jouer un rôle. Après, d'autres hormones peuvent jouer, bien sûr, sur d'autres facteurs, d'autres caractéristiques de la cellule cancéreuse. L'insuline va jouer, bien sûr, elle sert généralement à faire rentrer les glucides, mais pas que les glucides dans la cellule. Elle va jouer, bien sûr, sur le métabolisme du cancer, les voies métaboliques. Et malheureusement, le cancer sait utiliser aussi à bon escient l'insuline ou l'insuline growth factor, qui est un petit copain de l'hormone de croissance. Enfin, tout ça, on voit bien que ce monde se tient main à la main et que justement le bon fonctionnement d'une cellule, le cancer l'a bien compris, et sait utiliser le fonctionnement d'une cellule pour lui,
aux dépens des cellules normales. Et c'est tout le challenge un petit peu de l'accompagnement. Le cancer est un voyou, quoi, en C'est quelque un gros sorte. voyou, c'est un gros voyou et qui est difficile à maîtriser et à dompter quelque part un petit peu. Mais on sait quand même comment il fonctionne, de mieux en mieux. D'accord. Quand on connaît le code, il est plus facile d'agir. Donc là, vous notez déjà que l'insuline, qui est une hormone, elle va avoir un double intérêt, enfin un double facteur sur le ver, facteur de prolifération. Et c'est vrai dans les cancers du sein, de prostate, mais aussi du côlon, de beaucoup, pas tous, mais beaucoup de cancers du côlon, du poumon, du côlon, notamment, pancréas. Donc, c'est des hormones qui peuvent avoir des effets sur différents types de cancers. On parle d'hormonothérapie, on va beaucoup parler de l'exemple des œstrogènes chez la femme, dans le cancer du sein, ou même de l'utérus, mais voilà, on peut ouvrir les choses et on va comprendre que ça sert de modèle pour d'autres types de cancers. En marron, on a la capacité à échapper aux signaux de croissance, c'est-à-dire c'est le contraire de l'autre. C'est-à-dire que des fois, les cellules cancéreuses se nourrissent de plein de facteurs, mais des fois, c'est juste simplement qu'elles échappent au fait qu'il y a toujours un frein et un accélérateur dans le corps. Et bien là, c'est des signaux anti-croissance auxquels la cellule cancéreuse ne répond plus. Et ça peut suffire déjà à dérégler les choses. Et le dernier, qui s'est apparu, et là aussi a été admis en 2011, et avant n'était pas dit, n'était pas cité, c'est l'échappement, la capacité des cellules cancéreuses souvent à échapper à l'immunité. Et là aujourd'hui, vous savez à quel point, on a compris à quel point c'était important. C'est intéressant parce que du coup, dans nos traitements, c'est typiquement un cas où on va aider l'immunité et non pas, on va pas lutter contre la maladie, mais on va aider l'immunité à lutter contre. Et là, on voit à quel point le terrain est important, l'importance du terrain. Voilà, ce schéma, on y reviendra souvent. Il va servir de base, de l'avoir à l'esprit, et comprendre du coup que voilà, le cancer a des caractéristiques, on doit savoir lesquelles il a, et mieux on le sait, et plus on va pouvoir accompagner les personnes pour les Je me traitements. permets, Jean-Loup, je crois qu'il y a un petit souci de son. Ah, je crois qu'on m'entend mieux comme ça. Oui, non, non. C'est mieux comme ça. J'espère qu'on m'a entendu jusque-là. Hein. Oui. Donc, tu étais pour avoir un message pour dire si à la maison Jean, vous avez entendu. Ta voix porte. Merci, Jacques. C'est gentil. Alors, on a dit le cancer, ses caractéristiques. Là, on revient dans le cœur du sujet des hormones. On a dit c'est un facteur de croissance, mais peut-être plus. Alors, on va devoir donner des schémas. On va essayer de les rendre les plus simples possibles. Peut-être enfantin, Pénélope. Mais bon, au moins, ça va devenir clair. J'espère en tout cas que si là, c'est pas clair, on va y arriver. Les hormones, quand on parle d'hormonothérapie, on dit pourquoi c'est important. Je vais l'expliquer, c'est que, effectivement, je viens de le dire, les hormones jouent un rôle de facteur de croissance. Alors, bien sûr, on parle de cancer hormonodépendant. Nous devons retenir une autre subtilité, c'est que le cancer, en général, c'est 3 étapes. Une étape où des cellules cancéreuses se créent. On peut dire c'est la graine qui a été créée. C'est pas parce qu'il y a une graine qu'il va y avoir, ça va tout envahir. Il faut encore que cette graine trouve un bon terrain. Et donc cette graine, dans cette deuxième étape, on doit lui faire une promotion, lui trouver un bon terreau. Donc rappelez-vous, à la Sainte-Barbe, vous mettez votre blé. Si vous ne mettez pas de l'eau ou du coton imbibé et un peu de soleil, il va rien se passer. Les conditions sont réunies, ça pousse. J'ai compris pourquoi ça n'a jamais poussé chez moi. J'avais oublié l'eau. Je sais pas, c'était un bon docteur du coup. Oui, j'avais oublié. Et donc ça c'est la phase. Donc initiation, c'est quand la graine a été créée, elle a acquis des capacités. Deuxième phase, la promotion. Il faut un terrain, le terreau, je dirais, et les terrains fertiles. Quand ça a germé, il faut ensuite la suite, c'est-à-dire que les conditions climatiques soient réunies, parce que s'il fait trop chaud, trop froid, s'il n'y a pas assez de lumière, ça ne va pas durer, ça va germer, puis ça va péricliter. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la prolifération. Donc 3 étapes, initiation, la graine, promotion, prolifération. Et les hormones, quand elles jouent ce rôle promoteur, c'est la deuxième phase. Donc on va dire que dans ce modèle que je viens de donner, les hormones, en général, on a à l'esprit que ça vient un rôle nourricier, et donc ce n'est pas la création de graines, mais c'est la création, c'est vient nourrir des cellules cancéreuses qui existent. On va voir que
elles peuvent aussi créer les cellules, mais on va d'abord s'intéresser à l'aspect promotion. Les hormones, donc, elles vont dans le corps, elles vont aller partout où elles veulent bien, on veut bien les recevoir, et vous doutez bien, donc d'abord elles vont partout, les hormones sexuelles, les œstrogènes chez la femme, elles vont dans le corps en entier. Bon, Jacques, il va vous expliquer. Mais évidemment, quand il y a un cancer du sein, on analyse, on voit qu'il y a des récepteurs aux œstrogènes, eh bien, on comprend que ça joue un rôle nourricier, elles sont captées et elles jouent un rôle nourricier. Donc, on va vouloir bloquer ces hormones. Et soyons simples, voyons un cancer qui a été traité, quand on le donne en prévention, en général, je vais donner un chiffre global, on va guérir 80% des cancers du sein. À 10 ans, hein, c'est un chiffre à 10 ans. Eh bien, l'hormonothérapie, à l'intérieur de ce travail-là, elle joue un rôle important, elle réduit quand on donne des anti-aromatases, on va expliquer ce que c'est 66% de réduction du risque de récidive. Donc ce chiffre de 66% de 80%, il existe parce qu'il y a des protocoles. Et sinon, il serait que de 60%. Donc, vous avez entendu, on passe 60%. Si je réduis de moitié ce risque, il reste 40% de gens qui récidivent. Si je réduis de moitié, on passe de 60% de taux de guérison à 80%. Hein, j'ai 40% de taux de récidive qui est divisé par 2. 66% avec les anti-aromatases. Donc on tombe même jusqu'à 85% de taux de guérison. Et avec le tamoxifène, on est autour de 50% de réduction de risque. On passe de 60% en général à 80%. Avec les anti-aromatases, on monte jusqu'à 85%. Jean-Loup, peux-tu donner des noms d'anti-aromatases ? Alors les médicaments connus, Voilà. commerciaux, et je vais donner les noms ce qu'on appelle les génériques ou les noms dénomination commune internationale. Oui. Donc historiquement, c'était l'arimidex, qui était le premier, l'anastrozole, ça c'est pour les anti-aromatases. Il y a le létrozole ou Femara, il y a l'anastrozole ou aromazine. Et puis il y a le plus ancien qu'on connaisse, c'est le tamoxifène, qui lui, historiquement, c'était le Nolvadex. Et puis il est génériqué depuis longtemps. On le connaît depuis très longtemps. Voilà, ça ce sont les grandes hormonothérapies, mais il y a encore d'autres choses. On peut aussi jouer, donc là dans le principe, je crois que c'est la diapo suivante. On va peut-être revenir à celle-là après. Ah non, je ne l'ai pas mis, on l'expliquera après, mais bon. On a les anti-aromatases, leur principe, c'est de réduire la production d'hormones. Donc la première grande façon de faire historiquement, c'était de castrer les femmes. Si elles étaient ménopausées, c'est bon. Hein, elles sont en ménopause. Mais la ménopause, ce n'est pas zéro œstrogène résiduel. Hein. Ah, Avec la ménopause, on tombe de 80%. Donc il reste toujours des hormones qui sont fabriquées par les graisses. Et donc ça, c'est vrai pour les hommes aussi. Les hommes vont fabriquer, on n'a pas d'ovaires, mais on a de la graisse, et encore plus avec l'âge. Et donc, plus si on est en obésité, on va fabriquer plus d'hormones. Vous comprenez pourquoi la grande logique à dire à tout le monde, en perdant du poids, on a un effet anti-cancer, ne serait-ce que vous fabriquez moins d'hormones. Il y a d'autres facteurs, on verra aussi. Donc, premier moyen, c'est d'arrêter la production d'hormones. La ménopause, c'est un moyen. Si une femme n'est pas ménopausée, on peut décider de la ménopauser. C'est un choix qui peut être fait. Si la personne est déjà ménopausée, il faut choisir un autre moyen. Et le moyen. Tu as une slide, la troisième. La troisième. Là, on a des moyens techniques. Là, on a. Ah, ben oui, bravo, Pénélope. Et si tu appuies après, ça va. Tu vas avoir les différents. Donc, le moyen. Ce schéma résume bien. Vous voyez en bleu les œstrogènes, c'est-à-dire le pool d'hormones. Alors, c'est pas l'ennemi, on va voir. Hein. Mais l'idée de se dire, moins il y a d'œstrogènes, mieux c'est. En tout cas, moi, médecin, je me dis, moins il y a d'hormones, je voudrais qu'il y en ait zéro, quoi. Ça, il y a moins de risques. Oui. Après, Jacques, il va nous dire, mais d'accord, mais ils ont quand même un rôle dans le corps, quoi. Hein. Oui, et il n'y en aura jamais zéro. Et ça explique tous les effets secondaires dont tu as parlé. Si on manque d'hormones, le corps va souffrir, parce que les œstrogènes, c'est des substances adaptogènes qui font du bien. Ça donne une peau douce, des cheveux soyeux, etc. Alors, moi, médecin, je vais dire, allez, je veux pas d'hormones. Mon premier moyen, je coupe les ovaires. Donc, je vais dire tout ce qui arrive des ovaires. S'il y a la ménopause, c'est déjà fait, je peux décider d'enlever les ovaires. Attention qu'à droite, il y a un moyen que je peux difficilement maîtriser, c'est toute la pollution
qui va m'amener des pseudo-hormones, des perturbateurs endocriniens, même les plastiques qu'on trouve dans l'eau, partout, dans l'air, qu'on respire, etc. Donc il y a une partie qu'on ne peut pas maîtriser, ou qu'on peut réduire un peu en faisant attention, en mangeant bio, quelle eau je bois, etc. On en reparlera. Et puis il y a ce que vous voyez tout à fait à gauche là, du schéma, les surrénales, les graisses, où là, il y a une fabrication des œstrogènes, où en fait ça part des androgènes, les hormones masculines, qui vont être transformées par la petite enzyme qu'on appelle l'aromatase, en violet. Cette enzyme, elle transforme les hormones masculines en œstrogènes. Et ça, c'est présent chez l'homme comme chez la femme. Et c'est ce qui se passe après la ménopause. Et vous avez entendu, j'ai dit, les médicaments s'appellent des anti-aromatases. Ils vont bloquer cette voie-là. Et là aussi, encore une fois, pas à 100%, mais ils vont la réduire considérablement. Et là, donc, mode d'action, vous avez compris, au lieu d'avoir une grosse bulle bleue d'œstrogène, j'en aurai beaucoup moins. Voilà pourquoi Jean-Loup, malgré un traitement par anti-aromatase pour empêcher la transformation, si j'ai bien compris, des androgènes en œstrogènes, il sera assez important que la personne, au niveau nutritionnel, essaye de manger équilibré pour ne pas prendre de poids, parce que plus elle va avoir de graisse viscérale, plus elle va avoir d'androgènes, et malgré tout, malgré une anti-aromatase, il y aura toujours un petit peu d'œstrogène. Plus on grossit, plus on a quand même un risque, c'est ça? Oui, on va voir après avec Jacques les moyens. Là, on comprend que le fait de baisser les hormones, c'est bien au niveau médical. Oui. Là, on est en train de faire, quand je disais tout à l'heure, je montre le schéma, on est en train de fermer le robinet. Hein, c'est l'image de gauche. On veut réduire la production d'hormones. Et l'autre moyen d'agir, si une femme n'est pas ménopausée, alors soit on enlève les ovaires, mais si elle est trop jeune, peut-être c'est pas possible, c'est de mettre des anti-œstrogènes, c'est-à-dire des médicaments qui vont empêcher les œstrogènes d'aller agir sur leur cible, les seins notamment, évidemment, puisqu'on veut éviter un cancer du sein. Mais pour la prostate, on pourra mettre le même modèle sur les androgènes, on ne veut pas qu'ils aillent sur la prostate. D'accord. Donc là, en faisant ça, des anti-œstrogènes, je vais empêcher les hormones d'aller vers le sein, avec une sélectivité plus ou moins forte. Mais je n'empêche pas, je ne change rien avec un anti-œstrogène, on est bien d'accord, le pool d'hormones reste le même. C'est juste qu'il est déplacé. Il ne peut pas aller ici, il va donc aller ailleurs. D'accord. Problème, c'est vrai, ça peut du coup donner plus d'hormones qui vont vers l'utérus. Et c'est ce qu'on reprochera au tamoxifène. Ça peut stimuler trop l'utérus. Et on va favoriser... Alors, le médicament va empêcher 80 cancers, mais favoriser un cancer d'utérus. La balance est beaucoup plus favorable au cancer, pour la prévention du cancer du sein, mais ce n'est pas agréable d'avoir un cancer de l'utérus provoqué. Donc, ceci étant, j'insiste, moi, c'est que si on fait le travail dont on va parler ce soir d'accompagnement, moi, je n'ai pas vu un seul cancer en 30 ans, cancer de l'utérus, provoqué par le tamoxifène. Ça existe, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais en accompagnant, en arrêtant avant, ça n'arrive pas en 2 jours, ça n'arrive pas en 6 mois, ça arrive en plusieurs années. Donc on peut le voir venir, il y a des signes précurseurs. Et il y a plus de bénéfices. Il y a des moyens pour agir. Et ce schéma-là, important, et je veux vous montrer, c'est que ce qui est dommage pour la médecine, c'est qu'on oublie une chose, c'est que toutes ces hormones-là, les œstrogènes en bleu, vont ensuite passer vers le foie. D'accord. C'est un passage obligé. Elles vont être éliminées. Et elles vont être éliminées soit par la voie qui est verte, que vous voyez, qui est une bonne voie, qui les transforme en substance soit neutre, soit même protectrice. Soit malheureusement, ça va passer plutôt par la voie jaune, avec une voie de rattrapage, que vous voyez en vert aussi dessous, soit par la voie rouge. Et là, ça va générer des hormones toxiques. C'est peut-être l'autre schéma que tu avais juste avant. Voilà, et c'est exactement ce schéma que j'avais juste avant, bien si, effectivement, où on voit que ces hormones toutes gentilles, qui ont un rôle tout à fait remarquable pour le confort et le bien-être de la personne, peuvent devenir, là c'est des voitures là, qui sont minables, en rouge, là, qui sont affreuses, qu'on voit, les petites cars qui étaient toutes gentilles deviennent des substances toxiques. Donc c'est incroyable, mais on a on peut, en fonction de comment c'est transformer ces bonnes molécules en substances toxiques. L'image que je peux vous donner, et tu as mis l'image d'un chaudron, c'est comme si je donnais des bonnes graisses que je vais brûler. Des bons oméga 3, et puis je les fais griller sur ma poêle, ça devient une substance cancérigène. Et bien, c'est la même chose pour les hormones. Si je peux rajouter quelque chose, ce qui était vraiment intéressant dans le schéma, c'est que voilà, c'est très clair, on comprend tout. Il y a plusieurs voies, on va dire, d'élimination. Mais
ce qui est important à mon sens à comprendre aussi, c'est que ce qu'on appelle voie d'élimination, c'est que dans le commun des mortels, on parle en parlant de détoxification. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appellerait la détoxification des hormones. En réalité, le mot détoxification n'est pas quelque chose de bien approprié. On parle normalement de désactivation et d'élimination. C'est-à-dire que le but du jeu de ces processus physiologiques, c'est d'essayer à un moment donné, quand l'action de l'hormone s'est faite, sur les récepteurs ou quoi, qu'il y a eu de la prolifération, de la différenciation cellulaire, le but du jeu, c'est d'éliminer ces hormones. On va en refabriquer, mais on doit éliminer ce qui a servi. Et c'est là qu'intervient en premier la désactivation, et c'est ce que tu montrais sur les voies de OH, 4OH, 16OH, c'est que ces produits intermédiaires qui sont soi-disant désactivés, eh bien, ils ne sont pas si désactivés que ça. C'est des produits qui sont très œstrogéniques, très génotoxiques pour certains dans les voies rouges, et le vert est plutôt protecteur. Donc en réalité, il y a plusieurs étapes, et ce qu'on appelle détoxification est une soi-disant possiblement désactivation, plus ou moins réussie, et enfin élimination. Et c'est là que nous on va pouvoir jouer aussi. C'est là qu'on va pouvoir essayer de réfléchir à des stratégies pour essayer, pas de détoxifier, mais d'éliminer de manière pérenne et de manière sécure ces hormones-là. Parce que les mauvaises voies vont entraîner des effets plutôt négatifs quand on parle de cancérogénèse. En clair, Jacques, si je te comprends, c'est d'essayer, peut-être par le biais de la nutrition ou autre, voilà, de mieux transformer ces œstrogènes, ce pool œstrogénique, dans la voie verte, qui serait la voie des 2OH, parce que celle-ci, elle n'est pas dangereuse, Voilà. elle est safe. C'est exactement ça, et ce qui est intéressant, ça rejoint ce que disait Jean-Loup tout à l'heure, il y a de la génétique, il y a de la personnalisation, Eh oui. parce qu'on n'est pas tous égaux. Génétiquement, il y a des gens qui ont la chance d'avoir des gènes qui permettent d'exprimer, tout ça se fait pas grâce à des enzymes qui créent ces réactions chimiques en chaîne, et il y a des gens qui sont génétiquement doués pour partir dans la voie de OH, Oui. d'autres un peu moins. Qui De vont OH, c'est la voie verte. Hein. C'est la voie verte, c'est la c'est la bonne voie voie. protectrice. C'est la voie qui est plutôt, même c'est un produit qui est désactivé et qui lui justement même va avoir un rôle protecteur au niveau de la cancérogène, des phénomènes dont tu parlais tout à l'heure de prolifération. Parce que ces voies 4OH ou 16OH, ces produits qui ne sont pas complètement désactivés, sont très œstrogéniques et le signal de prolifération par exemple est beaucoup plus important. Pourrait être pour vous. Donc du coup, il y a cette balance comme ça, cet équilibre à essayer d'évaluer, et ensuite donc ça permettra d'individualiser l'accompagnement qu'on peut avoir, et c'est là que ce dont on va parler, l'alimentation, l'activité physique et plein d'autres choses aussi pourront jouer. Donc chacun individuellement, une fois qu'on a bien compris et que le thérapeute a expliqué, on va pouvoir aussi agir encore une fois. Eh bien, on va y venir tout de suite. Hein. Je conclus parce que là, vous comprenez que les bleus sont problématiques dans le volume, parce qu'elles peuvent être stimulantes, mais surtout parce que potentiellement peuvent devenir rouges. Et les rouges sont beaucoup plus stimulantes que les bleus. Donc le vrai, entre guillemets, ennemi, c'est un peu comme pour le cholestérol. C'est le cholestérol qui est oxydé. Ben là, c'est pareil. C'est des hormones oxydées, mal oxydées, qui sont dangereuses. Et ce qui est dommage là, voilà, dans l'approche médicale, c'est qu'il y a une logique à l'hormonothérapie. C'est, comme on a dit, de couper le robinet, ou en tout cas d'empêcher les hormones d'aller là où elles vont trop stimuler. Et ce qui manque, ben c'est cette image-là, c'est qu'on a fermé le robinet, mais on oublie de vider l'évier. Alors, c'est pas très joli comme image, mais c'est ce qui se passe au niveau de notre foie, qu'on utilise depuis toujours, hein, voilà, depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, et qu'on n'a jamais nettoyé, qui est un peu comme une éponge qu'on utilise depuis toujours. Donc, comment, Jacques, tu vois... Tu peux rester sur cette diapo, elle m'intéresse ta diapositive. Celle-là ? Ouais. Allez, tiens. Après, je vais passer là. C'est la dernière, c'est celle-là ? Voilà, celle-là. Merci. Déjà, j'ai pas eu l'occasion de remercier le Ressources et Jean-Loup, le créateur de Ressources, et Pénélope d'être avec nous. Je me sens vraiment à la maison ici. Vous voyez, c'est très de contact. Il manque plus que le feu de cheminée. J'ai déjà choisi un livre derrière que je vais amener parce que voilà, j'aurai de la lecture pour ce soir. On est vraiment bien. J'espère que vous êtes bien installés aussi et que du coup, voilà, ce moment, on le passe de manière tout à fait agréable. Juste cette diapositive, donc merci encore une fois, je suis vraiment à la maison ici. Cette diap est intéressante parce que moi ce qui m'intéresse c'est la partie droite. La partie droite, vous voyez donc au-delà de l'œstrogène, vous voyez l'impact de l'œstrogène, et vous voyez que l'œstrogène, mais les androgènes pareil,
vont avoir un impact sur toutes les cellules de l'organisme presque. Vous voyez ici donc le sein bien sûr, l'appareil génital bas de la femme, le cerveau, le cœur, l'intestin, l'os, la peau et donc tout ce qui est dermique et tout ce qui est thyroïdien et tout ce que vous voulez. Mais en réalité des récepteurs hormonaux, il y en a vraiment dans presque à peu près toutes les cellules de l'organisme, tous les tissus fonctionnels de l'organisme ou quoi. Ça veut dire donc que, comme vous l'avez bien compris, ces hormones vont avoir un rôle de prolifération. Ça va faire grossir un sein, ça va faire stimuler des fonctions cérébrales, ça va stimuler certaines zones du cerveau qui sont adaptées à des fonctions du cerveau, la concentration, la mémoire, ne pas me perdre, l'orientation. Donc chaque fois que vous allez avoir la présence de ces hormones, cette stimulation cellulaire, ce qu'on appelle aussi la différenciation cellulaire va se faire, et les hormones généralement jouent aussi sur le métabolisme, c'est-à-dire que ça va modifier le métabolisme énergétique de la cellule pour essayer de lui amener, de participer à amener le carburant nécessaire au fonctionnement de ces différentes cellules. Donc vous voyez que c'est quelque chose bien sûr d'important, une petite hormone comme ça dans son petit coin, qui va donner bien sûr ses caractéristiques de féminité, entre autres, mais ça va donner aussi des caractéristiques et permettre une survie, un bon fonctionnement de différents organes à travers le corps. Donc ça c'est important. Pour revenir parce là que... sur ce que tu as dit là, Oui. différenciant Voilà. et stimulant. Par exemple, une c'est femme, ça. oui d'accord, le sein va grossir, mais c'est pas que ça. Non. C'est pas que un sein qui grossit. Voilà, c'est-à-dire que les hormones ont souvent la capacité de, quand il y a un récepteur hormonal, de par la nature du récepteur, d'avoir comme conséquence soit une différenciation cellulaire, c'est-à-dire que ça va entrer dans ce qu'on appelle la stimulation des cellules souches pour faire une cellule spécialisée qui est une cellule du sein par exemple. Donc une cellule qui va servir grâce à l'œstrogène à donner des caractéristiques de la cellule du sein. Et ensuite on l'a fait aussi grâce à d'autres récepteurs proliférer. Par exemple, au niveau du sein, ça va plutôt stimuler les cellules mammaires C'est ça. et pas tellement les muscles. Exactement. Disons que l'œstrogène, vous allez voir, a un côté anabolisant. C'est l'anabolisant, c'est le côté je fais fabriquer, c'est le côté prolifération cellulaire. Donc il y a une action sur le muscle, mais qui est moindre que sur l'action de la cellule mammaire. Donc voilà, il y a une spécificité de l'œstrogène vis-à-vis de la cellule mammaire pour donner une grosse poitrine quelque part. Donc on va différencier plus de cellules souches vers la cellule mammaire que vers la cellule musculaire au niveau d'un sein. Et sur d'autres organes, on va essayer de différencier, c'est dur à dire ça, comme je suis dyslexique, c'est un peu plus compliqué encore, différencier, les cellules souches vers des cellules spécialisées pour faire de l'os ou pour faire du muscle cardiaque ou du tissu cérébral. Donc ce qui est important, c'est ça, c'est la différenciation cellulaire, la prolifération cellulaire et agir sur le métabolisme. Le métabolisme va être impacté par l'œstrogène. Et l'œstrogène a tendance, globalement on dit, à augmenter ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est-à-dire que sans rien faire, vous dépensez beaucoup d'énergie, donc qu'on appelle des kilocalories, et au niveau thermique, et ces kilocalories vont diminuer, cette dépense va diminuer quand il y a moins d'œstrogène par exemple. Donc on va essayer de voir donc du coup ensemble par rapport, vous voyez à l'écran, un petit schéma d'un corps avec des organes et un petit triangle autour, c'est-à-dire qu'on va essayer de remettre un petit peu dans la globalité ce dont on parle aujourd'hui, qui est l'hormonothérapie. Donc vous avez compris que cette hormone va rentrer dans un triangle que vous voyez là, qui est donc, elle fait partie de ce qu'on appelle le système endocrinien. Mais d'abord, je vais me focaliser sur le centre de l'écran, avec donc le cerveau et vous voyez le tube digestif, donc qui va nous servir donc à évaluer le monde extérieur grâce aux informations que le cerveau va centraliser, et le digestif va nous servir donc à pouvoir digérer et absorber les nutriments dont nous avons besoin pour survivre. Et derrière ça, vous avez des organes comme le cœur qui va pomper le sang, le système cardiovasculaire et envoyer le sang dans les différents organes, les poumons qui va permettre d'oxygéner ce sang pour pouvoir amener l'oxygène jusqu'au tissu qui est absolument nécessaire pour le fonctionnement des cellules, les reins qui vont permettre l'épuration et l'évacuation. Donc vous voyez, il y a tous ces systèmes comme ça qui sont vitaux, ils s'arrêtent, nous mourrons. Mais derrière tout ça, pour que tout ça fonctionne en harmonie, il y a donc ce triangle qui est le système neuro-endocrino-immunitaire. Et ce triangle, en définitive, c'est des messagers, dont, encore une fois, l'œstrogène fait partie. Vous avez vu que l'œstrogène est fabriqué dans une partie de notre corps, ou dans des parties du corps, les adipocytes et les ovaires, bien sûr. Et à partir de là, il va circuler cet østrogène jusqu'à des récepteurs que nous avons vus tout à l'heure, que nous a montré Jean-Loup. Donc,
c'est une partie des messagers du corps, mais ces messagers, quand vous voyez le triangle relié, les 3 points du triangle reliés, ces messagers vont fonctionner les uns avec les autres. Et on a besoin d'une certaine harmonie pour que tout fonctionne bien. C'est-à-dire que tout impact sur un des messagers va impacter sur les autres messagers. Et c'est ce qui va essayer, on va essayer de vous démontrer et de vous montrer combien il est important de comprendre un petit peu le fonctionnement global de ces messagers, parce que les effets secondaires dont tu as parlé, Pénélope, bien sûr, sont dus principalement à l'arrêt de l'œstrogène, du fonctionnement de l'œstrogène, mais aussi aux répercussions de l'œstrogène sur les autres messagers. Et autant on parle depuis le début de personnalisation, autant là, la vision globale du corps, du fonctionnement est importante pour peut-être demain mieux agir, donc mieux comprenant qu'est-ce que l'on peut faire. Donc mieux comprendre pour mieux agir, je crois que c'est la devise de ressources, mais c'est tout à fait ça. On va essayer de mieux comprendre pour mieux agir demain, vous proposer des possibilités d'accompagnement de ces effets secondaires, de les minimiser. On ne va peut-être pas les enlever complètement, mais les rendre complètement acceptables. Ici, vous avez donc moi j'aime bien parler de symphonie des messagers, parce que vous allez voir ces 3 pôles des neurotransmetteurs, des hormones et donc de l'immunité, de messagers de l'immunité qu'on appelle des cytokines, des anticorps. Vous en avez beaucoup entendu parler pendant la phase de Covid, et notamment aussi les marqueurs donc de l'inflammation que sont certains cytokines. Et vous avez donc cet orchestre qui est composé de ces différents messagers. L'hormone, et les hormones sont une partie de cet orchestre-là, et l'œstrogène est un musicien de l'orchestre. Ce musicien, on pourrait dire, par exemple, pour une femme, c'est le premier violon. C'est ce qui va donner le la de plein de choses dans la vie. Donc, vous comprenez bien que dans un orchestre, pour jouer tous en harmonie, on a tous intérêt à jouer notre partition au bon moment, dans le bon tempo. Si vous commencez à avoir un instrument très important qui ne fonctionne pas, ou qu'on n'entend pas, ou qui joue mal, ça pourra avoir bien sûr une répercussion sur tout le reste de l'orchestre. Et pouvoir là aussi impacter sur d'autres parties de l'orchestre, les percussions que sont les neurotransmetteurs par exemple, ou les cuivres que sont l'immunité. Parce que cette hormone, qui est un instrument à cordes, cette hormone, c'est juste une image que je donne bien sûr, cette hormone qui fait partie de la partie corde, si c'est le premier violon comme l'œstrogène, va automatiquement impacter. Je ne sais pas si vous avez fait de la musique, mais pour jouer en harmonie, on écoute l'autre à côté. Et quand l'autre joue mal, il me perturbe dans ma partition à moi. C'est exactement ce qui va se passer et créer ou nourrir les effets secondaires de l'hormonothérapie. Alors je crois que là, normalement, vous devriez avoir une petite musique. Je ne sais pas. Si vous l'avez, c'est du Mozart. Écoutez un petit peu si vous l'entendez, parce que c'est divin. C'est harmonieux. Et donc je vais l'arrêter là. Sinon, on devrait se taire et ce serait dommage. On a plein de choses à vous dire encore. Donc, vous voyez, cette musique-là, cet orchestre, celui qui l'a écrit, je sais pas, enfin là on sait que c'est Mozart, l'orchestre de la vie, l'orchestre de nos fonctionnements, je ne sais pas qui l'a écrit, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais toujours est-il que ça doit être harmonieux. Toute disharmonie, c'est pas joli à entendre. C'est les plaintes qu'on a. Les plaintes des patients sous hormonothérapie disent que la musique de leur vie, les partitions de leur vie, pour réfléchir, pour se mouvoir, pour plein de choses comme ça, il y a l'orchestre qui joue pas très très bien. C'est douloureux, ça fait mal aux oreilles, tout ça. Et donc c'est tout ce que tu nous disais, c'est cette perte d'image de soi, de personnalité, mais c'est parce que c'est dans la globalité que l'hormonothérapie va toucher l'être vivant. C'est cette manière-là qu'il faut voir les choses. Et nous, on va essayer de vous amener, par l'éclairage qu'on vous donne aujourd'hui, et demain les solutions qu'on essaiera de partager avec vous, on va essayer de vous amener quelques solutions et quelques compréhensions au départ. Donc, une fois qu'on a compris que tout ça marchait ensemble, fonctionnait ensemble, je vais essayer, et là je crois que Pénélope pourra intervenir pour essayer de me stopper dans mon élan d'explication scientifique, je vais essayer de vous montrer un petit peu que tout ça, toute cette image, elle est jolie, elle est bien construite, mais c'est une réalité du fonctionnement de ces messagers, de cette symphonie de messagers. Et vous voyez ici,
Alors déjà, quand on est étudiant en médecine, on a des choses comme ça qui sont difficiles à comprendre, mais je trouve que c'est un très beau résumé de cette symphonie de messagers. Vous voyez en haut la partie inflammation. Donc laissez-vous guider par Annie, pas peur, et laissez-vous guider par... Je vais essayer d'être très didactique et de vous laisser guider. Alors, on ne va pas partir de l'inflammation. Tu vois, tu m'as coupé, tu as bien fait, parce que ça me permet de... Alors, là, c'est un axe, ce qu'on appelle hypothalamo-hypophyso. C'est pas surrénalien, c'est thyroïde. Dans ce cas-là, il y a une petite erreur sur la diapositive. C'est thyroïdien. Donc, c'est comment je fonctionne pour fabriquer mes hormones thyroïdiennes. Ben, vous voyez, donc on a au niveau de l'hypothalamus une petite glande qui est une partie du cerveau là, donc, qui va donner ce qu'on appelle la TRH. La TRH est une hormone qui va permettre, vous voyez la petite flèche vers le bas, plus, qui va permettre de stimuler une autre glande de l'organisme qui s'appelle l'hypophyse, qui va sécréter la TSH, la thyroïde stimulin hormone. Et cette thyroïde stimulin hormone va diffuser dans le sang, notamment jusqu'à la thyroïde, pour pouvoir faire fabriquer par la thyroïde les hormones thyroïdiennes qu'on appelle la T4 et la T3. Tout ça, c'est bien, on nous apprend souvent comme ça, la thyroïde, ça fonctionne comme ça. Et vous voyez qu'au-dessus du TRH, il y a plein de petits trucs marqués comme ça, alpha 2, alpha 1, NA, la noradrénaline, GABA qui est un neurotransmetteur, DA c'est la dopamine, 5-HT c'est la sérotonine. Tout ça, on voit arriver les messagers des neurotransmetteurs, parce que ces neurotransmetteurs au niveau central vont agir sur l'hypothalamus pour faire sécréter ou inhiber, vous voyez les plus ou les moins, inhiber ou sécréter la TRH. Donc vous voyez par exemple, au-dessus de ça encore, on a des facteurs d'environnement, le froid, le stress. Quand vous avez du froid, ben vous allez sécréter la TRH qui va faire fabriquer un peu plus d'hormones thyroïdiennes, parce que la thyroïde, les hormones thyroïdiennes ont une particularité, ça agit sur la thermogénèse. Et donc quand vous avez besoin d'hormones thyroïdiennes pour augmenter votre température corporelle ou pour lutter contre le froid extérieur. Donc vous voyez, il y a des facteurs environnementaux, et le stress en est un aussi, qui vont venir stimuler au niveau central, au niveau du cerveau, qui va réceptionner tous ces signaux, l'information que je donne, et va adapter la sécrétion de thyroïde en l'inhibant ou en la stimulant. Ben, l'inflammation va jouer comme le froid, le stress ou nos neurotransmetteurs, va jouer parce que ça va moduler les neurotransmetteurs. L'effet domino dont tu parlais tout à l'heure, il se retrouve là. J'ai de l'inflammation, quelle qu'en soit la raison, au niveau du cerveau, je peux avoir de la neuroinflammation. C'est messager même par une inflammation due à une maladie chronique de l'intestin comme une maladie de Crohn, va pouvoir au niveau central donner de la neuroinflammation. Et cette neuroinflammation va diminuer la fabrication de neurotransmetteurs comme la dopamine, DA, comme la sérotonine, le 5-HT, qui sont censés, eux, pourtant, stimuler la thyroïde. Donc si vous inhibez la fabrication des voies sérotoninergiques, dopaminergiques qui agissent sur le TRH, ben vous allez aussi diminuer l'action thyroïdienne. Enfin, donc vous voyez que l'inflammation et la neuroinflammation qu'on incrimine dans la dépression, par exemple, c'est le cas de figure que vous voyez là, on peut avoir des dépressions dopaminergiques, sérotoninergiques, va influer directement sur la thyroïde qui va être elle aussi mise au ralenti lors d'une neuroinflammation. Du coup, Jacques, si je comprends bien, le fait d'avoir cet effet cascade ou domino qui va, in fine, diminuer l'action de la thyroïde, donc diminuer les hormones thyroïdiennes T3, T4, en termes de symptomatologie, ça donne du coup un métabolisme de base qui ralentit. Diminuer, ça donne une frilosité, ça va donner des crampes, ça va donner des sécheresses cutanées, ça va donner une baisse de concentration, une baisse de morale, ça va nourrir la dépression, ça va donner bien sûr de la fatigue. C'est-à-dire on va avoir tout un cortège, en tout cas, d'hormones thyroïdiennes diminuées dans leur fonction. Et là, on va recentrer un petit peu le débat sur l'œstrogène, vous le voyez au milieu de l'écran. Ben, l'œstrogène a une particularité, c'est qu'il stimule la TSH au niveau central. Donc l'œstrogène qui va arriver dans le cerveau, au niveau central, au niveau de l'hypophyse, va stimuler la TSH qui a pour rôle de stimuler, elle, une fois qu'elle circule dans le sang, l'hormone thyroïdienne pour faire la T3, T4. Vous comprenez bien, donc quand vous allez avoir des anti-œstrogènes, vous allez arrêter cette stimulation et d'en faire même de l'inhibition, ou en tout cas arrêter de stimuler, et vous pourrez avoir quelques symptômes donc d'hypothyroïdie apparaître. Et c'est certainement dans les effets secondaires de l'hormonothérapie, la thyroïde aussi,
cet orchestre de messagers, donc il n'y a pas que l'œstrogène, mais par effet domino, il y a certainement une participation des hormones thyroïdiennes aux symptomatologies mal vécues de la personne sous hormonothérapie, et on retrouve beaucoup de choses comme la fatigue, la prise de poids, parce que la thermogénèse et le métabolisme est très dépendant des hormones thyroïdiennes. Et on sait que c'est un symptôme majeur dans l'hypothyroïdie, la prise de poids, la baisse du métabolisme dont on a parlé. Et donc vous voyez un petit peu cet ensemble. Donc une fois qu'on a compris un petit peu ce fonctionnement, c'est pas des messagers hormonaux, c'est des messagers tout court hormonaux, neurotransmetteurs, immunitaires. Une fois qu'on a un petit peu cette vision-là, on va pouvoir peut-être envisager et agir avec donc des modes de vie sur lesquels on va insister, particuliers, qui vont pouvoir minimiser un petit peu ces choses-là. Je me permets encore une question, Jacques. Je reviens, tu as été super clair sur les œstrogènes. On comprend que quand on prend des anti-œstrogènes, du coup, on va avoir des signes, entre guillemets, même pas forcément entre guillemets, d'hypothyroïdie, donc comme tu l'as expliqué, de baisse du métabolisme. Et voilà. Je reviens sur l'inflammation en oncologie. Alors moi, inflammation, je pense aussi aux personnes qui sont en surpoids, qui peuvent avoir ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, aux diabétiques, prédiabétiques, mais également en oncologie, l'inflammation. L'initiation du cancer, participant, comme tu as dit, Jean-Loup, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ensuite, une fois qu'on va avoir... Moi, ce que je trouve intéressant, passionnant dans cette compréhension, c'est que bien sûr, à partir du moment où je vais, par exemple, à cause de l'œstrogène, de l'anti-œstrogène, prendre du poids, devenir peut-être prédiabétique et peut-être demain, 10 ans plus tard, diabétique. Oui. Je vais faire de l'oxydation, je vais faire de l'inflammation. Et je vais nourrir ce cercle vicieux. C'est ça. Donc le but du jeu, c'est par la compréhension de cette musique des messagers, cet orchestre, une fois qu'on entend bien notre rôle comme thérapeute en définitive, c'est d'écouter ce morceau de musique joué par chaque patient et d'essayer de comprendre qui joue pas bien et comment on va pouvoir harmoniser ça. On ne va pas apprendre à jouer, mais on va essayer d'harmoniser. On va essayer de cacher les choses qui ne sont pas trop audibles. On va dire, toi joue un peu plus, toi joue un peu moins, et on va essayer que le morceau soit un peu plus beau. Donc voilà, c'est un petit peu le but, et je crois qu'à partir du moment où on essaye de globaliser quelque chose qui est focalisé sur une hormone, et qu'on globalise tout ça, qu'on le remet dans une vision du fonctionnement du corps dans son entier, on aura peut-être la possibilité de trouver des alternatives, ou de trouver en tout cas des conseils avisés, des actions qui vont pouvoir jouer sur une partie de chaque problématique. Voilà. C'est-à-dire que là, si je reprends ton schéma et du coup je prends un petit peu de recul, imaginons les patientes qui sont sous traitement anti-œstrogène. Du coup, pour que la partition soit un peu plus audible et un peu plus mélodieuse, ce sera peut-être d'agir sur tout ce qui peut impacter, comme le stress, l'inflammation, etc., les neuromédiateurs. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, l'activité physique va stimuler l'axe thyroïdien. D'accord. Donc on a le stress va diminuer, quand on le fait diminuer, on va impacter aussi sur ces voies-là, entre autres. Bien sûr, là c'est un exemple d'un axe hormonal, mais on pourrait à l'infini prendre toutes les hormones les unes après les autres, et on verrait que ça fonctionne un petit peu de cette manière toujours. Donc, pas un petit peu toujours, c'est pas très joli, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que ça va venir, ce schéma-là, ce schéma de compréhension. La preuve en est, vous voyez, je vous ai mis sur la droite un truc qui s'appelle le PIF. Alors j'ai un gros nez, alors du coup, c'est pas mon PIF, je vous le promets. Vous voyez qu'il y a marqué entre parenthèses DA. DA, c'est de la dopamine. PIF, c'est quoi en réalité? Est-ce que tu peux juste préciser la dopamine, parce que nous on sait, mais... La dopamine, c'est le neurotransmetteur, donc on le considère comme plutôt excitateur, mais en réalité, tous les neurotransmetteurs sont excitateurs de certaines fonctions. Mais la dopamine, on la considère comme étant importante. Sur un cœur, ça va augmenter le rythme cardiaque. Sur un cerveau, ça va augmenter certaines fonctions. J'ai envie, je vais de l'avant. On dit que c'est un petit peu, on l'image comme un starter de bagnole, de voiture, excusez-moi, parce que c'était les bagnoles, c'était le joli schéma de tout à l'heure. Donc on va démarrer grâce à la dopamine. Et sans dopamine, on est un peu mou, on a moins envie, on a moins de plaisir ou quoi. Les dépressions dopaminergiques nous donnent moins d'envie, de la tristesse ou quoi. Et la sérotonine, on la véhicule comme un neurotransmetteur du bonheur ou de la prise de recul.
recul en tout cas. C'est pas tout à fait exactement ça. C'est-à-dire c'est un neurotransmetteur qui va servir dans des voies qui ont des fonctions, qui sont la prise de recul, qui jouent sur la douleur aussi. La sérotonine est quelque chose d'important dans les voies de la douleur. Donc quand on est perturbé cette sérotonine, peut-être que la douleur est un peu plus ressentie, on le sait. Dans les fibromyalgies, les douleurs chroniques, on sait très bien qu'on va utiliser des médicaments qui vont essayer de moduler les voies sérotoninergiques. Donc vous voyez, tout ça on le sait déjà. Simplement, des fois, on n'arrive pas trop bien à l'expliquer. Mais pour finir avec mon gros nez, avec mon gros pif, la dopamine, donc du coup, c'est de la prolactine. La PIF, c'est prolactine inhibitor factor. Donc cette prolactine est inhibée par une hormone qui s'appelle, donc une hormone, là c'est un neurotransmetteur. Parce qu'en réalité, cette PIF, c'est pas une hormone, c'est de la dopamine. Donc vous voyez, la dopamine directement, elle a un impact sur une hormone, la prolactine. Et donc quand vous allez avoir une dépression, excusez-moi, mademoiselle, quand vous faites une dépression dopaminergique, vous risquez d'avoir ces voies-là qui vont être diminuées. Et du coup, qu'est-ce que vous allez voir? La prolactine augmenter. Ben ça, quand on fait une médecine un petit peu de précision, eh bien on voit que c'est un des moyens qu'on a de voir des dépressions dopaminergiques. On fait un dosage de prolactine et on va avoir une prolactine élevée chez quelqu'un qui n'allaite pas. J'ai oublié de vous dire que la prolactine était bien sûr l'hormone de l'allaitement. Mais vous voyez, donc on peut l'avoir dans une dépression dopaminergique, on va avoir une prolactine élevée. Donc vous voyez, c'est un petit peu ces messagers dont on parle se mêlent les uns aux autres pour avoir des fonctions. Quand tout va bien, ben, ce qu'on appelle l'homéostasie. Quand ça ne va pas, ben, ça s'appelle le bordel. Ouais. Donc là, on est bien d'accord. Là, on prend les exemples, c'est bien de les pousser pour expliquer, parce que s'il y a une dépression Dopaminergique. il y a plus de prolactine, qui est un stimulant stressant pour notamment la cellule mammaire. C'est un facteur de risque de récidive. Et voilà. On va se retrouver avec un autre facteur qui n'est pas les oestrogènes, mais on va se retrouver à la même question et une observation qu'on connaît en médecine. Quand il y a une dépression, il y a plus de risques. C'est pas récidive absolument, c'est plus de risques de récidive. Donc encore un élément pour dire, ok, il faut travailler tous ces éléments-là. Le stress, C'est ça. Je veux dire, le bonheur de vivre. Une dépression est un facteur péjoratif en termes de pronostic. C'est un facteur péjoratif dans le quotidien, dans l'immédiat de la vie de la personne. Mais quand on regarde sur du moyen terme ou quoi, quand on parle de prévention tertiaire, c'est un facteur très péjoratif. Mais la prise de poids, c'est la même chose. La prise de poids, quand vous faites de l'hyperinsulinisme, parce que souvent on passe par de l'hyperinsulinisme quand on a une prise de poids, une hormonothérapie qui va donner une prise de poids, va donner une sensibilité à l'insuline diminuée, on appelle ça de la résistance à l'insuline, conséquence hyperinsulinisme. Beaucoup de cellules cancéreuses ont des récepteurs insuline parce qu'elles veulent manger et que l'insuline leur permet d'absorber plein de nutriments. Pas que les glucides, mais ça fait rentrer aussi les protéines, aussi les corps gras. Donc du coup, le cancer a compris qu'avoir des récepteurs insuline, c'était tout à fait intéressant. Du coup, si vous avez, par la prise de poids, plus d'insuline, comme pour la dépression et la prolactine, vous avez un facteur de croissance, ou en tout cas un facteur métaboliquement intéressant pour la cellule cancéreuse. Et du coup, voilà, c'est toutes ces choses-là qui, mis bout à bout, donne quelque part un programme d'accompagnement de la problématique « je suis sous hormonothérapie ». D'où l'intérêt des prochains épisodes Tout à fait. sur la nutrition, etc. Alors, juste un petit exemple, je crois, derrière, parce que je trouvais quand même pas juste, de par ces moments de parité qu'on met en avant, de parler que des femmes. Donc vous voyez, là, on a mis un homme, un homme en avant, un beau costaud, un peu type Jean-Loup sur la partie droite, et un peu moi sur la partie gauche, là, comme ça. Bon, voilà. Oui, non, pas tout à fait, non, d'accord. Toujours est-il, c'est quoi? C'est les bénéfices de la testostérone. Alors, c'est un truc un petit peu, bien sûr, grossi, imagé, mais c'est tout à fait ça. Quand c'est optimisé, on va plutôt vers la droite. La testostérone va nous permettre un petit peu cet esprit plus fort. Mesdames, vous êtes d'accord avec moi? Nous avons un esprit plus fort, l'homme, quand on est plein de testostérone, une confiance en soi, on n'a peur de rien, on est des aventuriers. Et à partir de là, donc, on va avoir plein d'effets positifs sur de la testostérone, sur ce corps humain. Donc on est plus heureux, on va de l'avant, on a un cœur sain, on a des os solides, parce que nous aussi on peut avoir de l'ostéoporose, on a beaucoup d'énergie, ainsi de suite. Et quand on coupe la testostérone, mais malheureusement c'est ça l'hormonothérapie chez l'homme aussi, on va essayer d'avoir moins d'action de la testostérone sur ce corps, et les récepteurs, comme pour les oestrogènes, les récepteurs à la testostérone sont de partout.
le cerveau, la peau, les os, le cœur, l'immunité, tout ce que vous voulez. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, malheureusement, ce manque de stimulation va nous amener un petit peu sur la partie gauche avec une baisse d'entrain, une baisse d'humeur. Un monsieur qui est entreprenant perd ce côté entreprenant et devient dépressif, il n'a plus envie de rien, il se laisse aller, il a les babouches, il est devant la télé. Et voilà, c'est des choses comme ça et il perd de l'énergie, il va diminuer sa masse maigre, sa masse musculaire notamment, il va remplacer tout ça par du gras, il va prendre du gras abdominal, il va augmenter son risque cardiovasculaire, son risque de diabète, et ainsi de suite. Et tout là aussi, il va nourrir son corps, ce corps-là devient rempli de facteurs de croissance. Plus encore que celui qui est sur la droite. Et là, si ce monsieur avait un cancer de la prostate, c'est pour ça que l'on a donné des anti-androgènes, ben bien sûr que devenir comme ça, c'est peut-être pas la meilleure des choses pour faire de la prévention tertiaire derrière, prévention de récidive. Donc vous voyez, on pourrait passer des nuits entières à parler de tout ça. Je crois que l'important c'était aujourd'hui peut-être d'essayer de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche pour aller plus loin avec nous et ainsi pouvoir par une meilleure compréhension, mieux agir encore une fois. Mais j'ai essayé en tout cas d'amener ma petite pierre par rapport à toutes les informations que vous avez eues pour essayer de donner cette vision globale. Encore une fois, cette globalité, on doit focaliser sur l'individu en face de nous parce que nous sommes uniques dans notre expression, de notre fonctionnement. Et donc au-delà de la globalité, de la compréhension du fonctionnement global, de tout ce à quoi je dois m'intéresser, je vais devoir absolument qui je suis. Voilà. Faire de la médecine de précision et pour essayer, pour lutter contre les effets secondaires et accompagner ces moments difficiles, de voir par quelle porte je vais pouvoir rentrer. Quelle est la fenêtre d'accès la plus intelligente dans la situation que je présente. Oui, il y a une remarque à travers, d'ailleurs les questions du chat, hein, c'est du coup l'hormonothérapie, quel intérêt vu les effets secondaires? Parce que là vous entendez bien que c'est pas qu'une question de ressenti. D'effets secondaires, ça ne me fait pas du bien. C'est que nous, on constate en tant que médecin que vous n'êtes pas bien, mais qu'en fait, ça a des effets néfastes aussi. C'est-à-dire qu'il est très clair que à des moments, je dois me poser la question en tant que médecin, si la personne, par exemple, est sous anti-aromatase ou est trop mal, trop raide, ne peut plus faire de sport, alors, mon traitement, je dirais, tiens, basiquement, c'est 66% de réduction de risque de la récidive, mais le sport, ça me faisait au moins 20-25%. Je perds cette capacité. Si la personne, je rajoute, a des troubles du sommeil, ne peut plus bien dormir, c'est pas bon non plus. Le sommeil, ça joue un rôle majeur. Je vous renvoie à la conférence qu'on a fait en avril. Ça joue un rôle majeur dans la santé. Si je suis déprimé, on l'a vu, ça joue un rôle. Donc je vais devoir absolument m'adapter. Hein. Clairement, je vais dire, je remets en question l'hormonothérapie, soit je trouve une autre solution évidente, soit je vais peut-être réduire les doses, soit je vais trouver des solutions, et on va voir aussi par l'activité physique qui va venir ou apporter quelque chose qui va remplacer entre guillemets l'hormone. Je crois qu'on minimise le pouvoir d'action sur le mode de vie quant à mieux supporter cette hormonothérapie. Bien sûr, c'est compliqué quand on est fatigué, si on a mal aux articulations, de se dire allez, aujourd'hui, je vais mettre mes baskets, je vais aller marcher, ou je vais aller courir, ou je vais faire quelque chose d'adapté à ma situation. Et évidemment, en plus, j'ai pas trop le moral, j'ai pas trop la pêche. Donc, on se met dans un contexte de vie où, franchement, c'est plus de la volonté qu'il faut avoir. On entend bien tout ça. Mais à un moment donné, c'est comme toujours, quand on doit remettre en mouvement quelqu'un, même hors cancer ou quoi, c'est toujours difficile au départ. Le gain immédiat, il est minime. Mais c'est là pourtant que dès qu'on met le doigt là-dedans, on va minimiser les douleurs, les voies de la douleur, la sensibilité va baisser, on va remobiliser ses articulations par exemple, et on va avoir un effet moins pro-inflammatoire que fait l'hormonothérapie. C'est malheureux, il y a un minimum d'inflammation, alors qu'on veut lutter contre l'inflammation, mais l'hormonothérapie, quand on y réfléchit, localement, en tout cas sur une articulation, peut avoir un effet local pro-inflammatoire. Ben, l'activité physique, par exemple, va minimiser ça, quand elle est adaptée. Donc c'est tout un petit peu le challenge de peut-être de construire ensemble, on est meilleur à plusieurs que seul souvent, de construire ensemble des prises en charge individualisées. C'est ce que Ressources fait, bien sûr, merveilleusement. Votre idée exceptionnelle, c'est de vouloir justement créer cet environnement où
plein de gens vont participer ensemble à, vis-à-vis de quelqu'un, trouver les moyens de l'améliorer. Et ça, c'est absolument remarquable parce que c'est le but de la thérapeutique, quelque part. On devrait, cette médecine pour laquelle tu milites, la médecine intégrative, et je partage complètement avec toi, on doit intégrer aux soins classiques, comme l'hormonothérapie, on doit intégrer absolument des choses du mode de vie, du quotidien, des choses accessibles à tout le monde, parce qu'il y a un effet positif. Et peut-être que là, on gardera l'hormonothérapie. Et j'ai quelque chose qui m'interpelle, Jacques, mais bon, j'approche un petit peu de la ménopause, donc on va dire que cette symptomatologie en lien avec la baisse des œstrogènes, au final, une femme qui est en préménopause, ménopause, c'est un petit peu ce dont elle se plaint. Et finalement, elle arrive à s'en sortir en gérant justement la nutrition, en bougeant plus, en gérant son stress, en essayant de mieux dormir, etc. Alors, plus ou moins bien, on est bien d'accord, mais je veux dire, voilà. C'est tout à fait ça. Je crois que bien sûr que l'hormonothérapie, c'est une ménopause douloureuse dans le sens où on amplifie par le blocage hormonal l'effet de cette hormone qui, comme tu disais très bien, reste après la ménopause. Il y a un résidu hormonal fabriqué par les adipocytes, par les cellules de gras par exemple. Mais derrière tout ça, c'est vrai que les symptômes sont fort ressemblants. Mais on le sait très bien que vous voyez le petit schéma, c'est une très bonne remarque. Le schéma que je vous ai montré sur la thyroïde, on sait très bien qu'à la ménopause, je ne parle pas d'hormonothérapie, qu'à la ménopause, le risque de faire une hypothyroïdie est augmenté. Donc on voit bien que déjà, naturellement, par Madame Ménopause, un médecin, on doit surveiller un peu plus la thyroïde dans cette phase-là. Et ainsi de suite. Simplement, quand on parle d'hormonothérapie, ça va être un petit peu plus marqué. Bon, on ne va pas faire automatiquement une hypothyroïdie sous hormonothérapie, c'est pas ce que je voulais dire. Ça veut dire que le fonctionnement de la thyroïde va être un peu moins bon et donc on va avoir des effets dus à ce moindre fonctionnement. Mais c'est peut-être par là on pourra faire des choses. Voilà. Et puis on peut stimuler la thyroïde. Tout à fait. Vous avez vu, l'activité physique le fait. Donc, par exemple, le froid le fait. Il y a des gens qui militent. Nager dans le froid le Tout à fait. matin, Ouais. par exemple. Je te vois, par exemple, monsieur Aquaman. Mais effectivement, je pense au cas d'une patiente qui était un petit peu ronde, qui avait un petit peu pas mal de graisse viscérale, qui me racontait, donc que je suivais, qui était touchée par un cancer du sein, et qui me racontait que lors de sa ménopause, ça s'était passé comme une lettre à la poste. Elle avait senti aucun effet, pas de bouffée de chaleur, etc. Et puis au final, quand elle a eu son cancer du sein et qu'on l'a mis sous traitement, ça a été pour elle, mais alors Une catastrophe. catastrophique. Voilà, c'est qu'elle avait une sécrétion hormonale résiduelle de par les adipocytes principalement, Voilà. qui ont fait que sa ménopause s'est passée beaucoup plus en douceur. Et donc tous les symptômes décriés de la ménopause, bouffée de chaleur, et la fatigue, le cerveau un petit peu, je suis dans le brouillard comme tu disais, j'aurais plus à me concentrer, j'aurais plus à garder mon attention, mes capacités d'apprentissage sont moins bonnes. Donc c'est des fonctions œstrogéniques. Vous savez, il y a beaucoup d'études qui montrent que l'œstrogène au niveau du cerveau va donner des caractéristiques féminines. Alors, on est dans le mode du genre, c'est un peu compliqué de parler de tout ça. Et pourtant, pour être une bonne maman, je suis désolé, à un moment donné, quand vous avez une grossesse, que vous avez un bébé, la maman, c'est elle qui va faire un peu plus attention, c'est elle qui va apprendre à parler. Donc on sait que tout ce qui est langage, tout ce qui est communication, vous êtes meilleur que nous. Nous, on partait à la chasse et c'est bien sûr toujours, on peut en rigoler de tout ça, mais il y a des fonctions de l'évolution de l'hormone qui vont donner des caractéristiques. Tout ce qui est gérer 10 choses en même temps, la maman Shiva qui fait 10 choses en même temps, c'est pas que par obligation, c'est par fonction aussi. Vous avez des capacités à faire ça que nous, on n'a pas des fois. Nous, on est des patachons. Non, mais c'est vrai. Et donc, à partir de là, ces fonctions-là, qui sont un peu plus féminines, on va dire, un peu plus œstrogéniques. Il y a des hommes qui sont très œstrogéniques. C'est là les gens, les problèmes. Mais ces caractéristiques œstrogéniques, quand vous coupez le robinet œstrogène, c'est ce que tu disais. C'est je perds de ma féminité ou de ma masculinité, mais je perds de moi, le soi, l'estime de soi, l'image de soi, et tout ce qui est soi est complètement perturbé. C'est un grand écart entre rapidement qui j'étais, qui je deviens. Et ça, c'est peut-être la plus grande des souffrances. Au-delà des plaintes douloureuses ou autres, il y a souvent un regard sur soi qui est « je ne suis plus moi-même ». Et ça, c'est pas possible. Et ça va nourrir un petit peu les abandons de traitement des fois, plus que la douleur des fois. Donc du coup, il y a cette globalité qu'il faut, et donc ces soins intégratifs. Voilà. Et l'explication, une fois qu'on a compris, peut-être on sait un peu mieux ce qu'il faut faire.
En tout cas, merci Jacques pour toute cette explication, parce qu'effectivement, le but, c'était mieux comprendre pour mieux agir et plus se prendre en charge. Et là, je crois qu'avec ta symphonie des messagers, ça devient plus clair. En tout cas, pour ma part. Il y a des questions effectivement auxquelles qu'on peut aborder. En étant clair, hein, aujourd'hui, on a posé les bases. Et on va certainement vous frustrer parce que on ne va pas répondre à toutes les questions. On ne pourra pas répondre parce qu'on va y répondre les prochaines fois. Et donc, je suis content, on va vous donner envie, faim, soif, hein, de savoir et de nous suivre pour aller plus loin et répondre. Moi, je vais insister quand même sur un point parce que je suis médecin cancérologue et que je trouve dommage qu'un moyen thérapeutique comme ressource ne soit pas plus utilisé. Il existe une étude qui existe depuis plus de 30 ans maintenant, qui a été réalisée par David Spiegel à Stanford. Ça date de 89. Et après, je pourrais reprendre celle qui a été faite par Barbara Andersen en 2008, dont bien sûr personne n'a parlé dans les journaux parce que voilà, c'est pas un médicament miracle. Il va falloir s'investir. Et moi, j'insiste en disant ça, c'est pas une question de marketing, ni que c'est méchant labo. Non. Les gens ne s'investissent pas et prennent pas quelque chose qui est à portée de leurs mains, qui est disponible, qui existe, dont nous n'arrêtons pas de parler depuis ça fait plus de 15 ans en tout cas dans des conférences. C'est le programme d'accompagnement qui se passe aujourd'hui, qui est disponible à Aix, mais qui est disponible maintenant aussi à Reims, à Marseille, à Lyon. Ce programme, je vous rappelle, alors je prends l'exemple du cancer du sein parce que c'est là que ça a été le plus étudié, mais on a un pendant dans le cancer de prostate qui a été fait par Dean Ornish à Berkeley. C'est pas compliqué, hein, l'histoire. C'est des femmes qui ont eu un cancer du sein. Elles font ce qu'il faut. Enfin, soit elles continuent à faire comme tout le monde, chimio, radiothérapie, hormonaux, je supporte pas, mais en tout cas, je continue. Voilà, et on regarde les résultats à la fin. Comme j'ai dit, c'est à peu près 80% de taux de guérison. Soit avec Barbara Andersen, elle propose à ces femmes de dire, écoutez, prenez votre santé en main. Je vous propose de vous construire une santé. Et même on peut aller plus loin, se reconstruire. Et donc, vous allez faire un travail en plus de ça. Donc, je n'ai pas dit en remplacement. J'insiste, elles font l'hormonothérapie, a priori. Puisqu'on parle de ça surtout. En plus de ça, elles vont apprendre à gérer le stress. On a vu sur l'exemple de la thyroïde à quel point ça joue déjà. Elles vont apprendre à faire de l'activité physique, à découvrir à quel point c'est important pour elles. Elles vont apprendre à mieux manger. Elles vont suivre des cours, des enseignements, comme là d'ailleurs vous suivez une conférence. Et elles vont aller plus loin que ça même. Elles vont, si possible, participer comme au programme, faire un travail sur les émotions, sur mieux se comprendre, mieux se connaître. Donc un travail en groupe. Ça fait peur à tout le monde, ça. De se dire, je vais me confronter aux autres personnes atteintes de cancer. Et oui, mais en faisant ça, vous allez arrêter de faire semblant. Vous allez apprendre à arrêter de confondre votre cancer et ceux des autres. Ah, j'entends parler de cancer, ça me fait peur, je veux oublier. Nous, on vous invite à faire le contraire. Confrontez-vous au cancer, regardez-le en face, et les autres dans le groupe vous renvoient ça. Et vous allez apprendre à ne plus confondre. Et ce travail, donc du coup sur les émotions, sur le sens, sur, je dirais, l'existence dans tous les sens du terme, parce que c'est la tête dans les étoiles, mais c'est aussi les deux pieds sur terre, qu'est-ce que je mange, comment je bouge, comment je gère le stress, eh bien, dans l'étude, c'est 50% de récidive en moins si les femmes ont participé au moins à 20% du programme. C'est-à-dire que le simple fait de s'être investi dans cette démarche-là, même pour un temps, et là je ne vous dis pas, les études montrent que c'est même plus si elles se sont investies à fond. 50% de récidive en moins. Je ne suis pas en train de dire que ça va remplacer l'hormonothérapie. Je suis en train de vous dire que si l'hormonothérapie était vraiment mal supportée, ça va venir atténuer le fait qu'on est obligé de l'arrêter. Et de même que, c'est ce qu'on constate chez ces femmes, elles supportent mieux l'hormonothérapie. Comme elles ont d'ailleurs, on l'a étudié dans l'étude, elles ont beaucoup mieux supporté la chimiothérapie. La chimio, c'est difficile, mais l'étude a montré que parce qu'elles faisaient ce que je viens de vous dire, elles ont mieux supporté la chimio. Et écoutez bien, elles ont reçu plus de doses de chimio que les autres. Ces médicaments sont très puissants. Ils ont un impact. Évidemment qu'un médicament marche parce qu'il est pris.
Mais il est pris aussi parce qu'il est compris et parce qu'il est supporté. Alors je ne suis pas en train de militer pour l'hormonaux, la chimio, etc. Je suis en train de vous dire que ces médicaments fonctionnent, jouent un rôle. Et là, vous pouvez jouer un rôle en vous impliquant. Mais ça demande, c'est vrai, un investissement. Et là, on va voir dans ces différentes conférences que l'activité physique, à elle seule, est intéressante. On va voir que la gestion du stress, c'est intéressant, que le sommeil, c'est intéressant. Mais évidemment qu'on ne va pas arrêter de vous dire que tout ça est relié aussi. Et qu'il y a des choses qui marchent bien pour quelqu'un, qui marchent bien, ça tombe bien. Ça ne marche pas le sommeil pour vous, vous dormez très très bien. Là, ça tombe bien, il y a d'autres choses qu'on va pouvoir travailler. Vous n'aimez pas le brocoli? C'est pas grave, on a d'autres choses. Vous n'aimez pas le soja? C'est pas grave. Voilà. Donc ce que je vous invite, c'est vraiment à être dans cette idée-là. Et du coup, armé de ce que je viens de vous dire, on va essayer de répondre aux questions. Par exemple, est-ce qu'on peut manger des aliments? Alors, on ne va pas répondre à toutes les questions, mais pour donner un exemple et vous donner envie pour les prochaines. Mais on va prendre cette question qui est sulfureuse, là, sur le soja. Est-ce qu'on peut consommer des aliments contenant du soja quand on est sous hormonothérapie? Homme ou femme, hein, d'ailleurs. D'accord? Cancer de prostate, tout de ça. Jacques? Non, Pénélope. Pénélope. Parce que Oui, comme alors, ça, c'est elle qui conseilles. sait. Elle est très forte dans ce domaine. Donc, Oui, on peut. D'ailleurs, le soja fermenté, tofu, miso, c'est même conseillé, puisque... c'est sûr? Oui. Mais on n'a pas dit ça. Il y a des études, d'ailleurs tu pourras reciter la référence de l'étude que tu donnes à tous tes patients, et des études qui montrent, parce que le soja fermenté va venir effectivement se placer, il a un effet œstrogénique, c'est-à-dire il va venir se placer sur les récepteurs. Mais c'est comme le tamoxifène, c'est-à-dire qu'il vient, mais il n'a pas d'effet anabolisant, c'est-à-dire qu'il ne va pas activer le récepteur aux oestrogènes. Et j'aime bien ton image avec le camion, le tracteur sur l'autoroute, c'est-à-dire qu'il va bloquer, et en prenant la place sur le récepteur, il empêche les oestrogènes de venir se placer et d'avoir une activité stimulante sur le tissu. Je ne sais pas si je suis assez claire dans ce que je raconte, c'est comme ça que je le raconte à mes patients. Donc, pour moi, il y a plus du tout, depuis qu'on a ces études, de soucis à le prendre. Voilà. Après, si c'est du soja non fermenté, il vaut mieux avoir un bon microbiote pour pouvoir transformer ce soja. Voilà, donc d'où l'intérêt, parce que tout fonctionne, c'est toute une harmonie. Donc il est très important d'avoir un microbiote équilibré pour avoir la transformation de ce soja. Mais après, ça c'est le rôle des personnes qui vous accompagneront en phytonutrition, en micronutrition. Mais voilà, j'espère avoir été claire. Vas-y, je te laisse... Voilà, sur le plan scientifique, c'est super intéressant de savoir qu'il y a une étude, et elle date de 2009, le New England Journal of Medicine. Non, c'est le JAMA, pardon. C'est le JAMA. C'est dans le JAMA, 2009. 5000 femmes suivies, celles qui mangeaient au moins 5 fois par semaine du soja, ont eu 32% de récidive en moins. 32% de récidive en moins. Qu'elles soient sous hormonothérapie ou pas, sous tamoxifène ou pas. Et même celles qui n'avaient pas un cancer hormonodépendant. Parce que c'est là que c'est intéressant. C'est de se rendre compte que quand on parle d'un aliment comme le soja, c'est pas que un modulateur de l'activité des oestrogènes. Vous avez entendu le mot, hein. J'ai pas dit que c'était une hormone, c'est un modulateur de l'activité des oestrogènes. Et c'est là que rentre le... Ça me rappelle tamoxifène, ça. Voilà. Eh oui. C'est la confusion, c'est pour ça que les gens croient. Ferme. Et les médecins continuent à dire attention au soja, parce qu'ils confondent le fait que il vient sur le récepteur. Je vous rappelle que les hormones viennent, mettons, sur un récepteur. Imaginez le message. Vous avez une clé, vous avez une petite belette qui arrive, c'est l'hormone, c'est l'œstrogène. Elle arrive, elle transmet. Il y a le message, il passe direct et ça va très vite, prolifération. Et là, tout d'un coup, je viens d'envoyer un tamoxifène, un super paresseux, qui stimule 10 000 fois moins le récepteur, mais qui le stimule. Et si je parle maintenant du soja, il va stimuler 1500 à 1000 fois moins. Donc il vient stimuler. Mais c'est pour ça que tu donnes l'image d'un tracteur. C'est pour dire, imaginons une course automobile effrénée. On n'est pas, tout d'un coup, on rajoute des anti-œstrogènes, on rajoute du tamoxifène ou on rajoute du soja. Eh bien, on ne fait pas un blocage complet. On a mis un tracteur qui avance, il est à 40 à l'heure alors que ça devait rouler à 200, 300 à l'heure. Donc vous ralentissez tout. Et on parle de cancer. Le cancer, c'est une maladie de la prolifération.
des cellules cancéreuses qui veulent rouler de façon effrénée, tout d'un coup, vous les bloquez. C'est l'enfer pour elles. Elles vont s'autodétruire. Ça entraîne ce qu'on appelle l'apoptose. Et la différence entre chimio, d'ailleurs, et hormonaux, c'est que l'hormonaux va rendre folles les cellules cancéreuses. Elles vont s'autodétruire avec le temps. Alors que la chimio détruit, c'est une bombe qui fait détruire la cellule. Donc c'est pas la même chose. Dans un cas, on est cytotoxique, et dans l'autre cas, on est cytostatique, avec un blocage. Jean-Loup, moi j'ai quand même une question, parce qu'on est confronté tous les jours comme médecin à des discours discordants de la part du corps médical, avec le patient au milieu qui entend blanc et qui entend noir de l'autre côté. Pour quelle raison, dans le corps médical, il n'y a pas... C'est dur d'avoir un consensus. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a autant de blocages, autant d'opposition sur des opinions quand même où on a des choses pour comprendre, des études pour comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le corps médical, en grande partie, se dit complètement opposé au soja et qu'est-ce qui fait cette opinion-là? Ça sera intéressant sûrement d'en débattre, de discuter, de réfléchir, mais je pense que sincèrement, ils ne connaissent pas le mécanisme là-dessus. C'est pour ça qu'on voit que la médecine a une difficulté, c'est à s'ouvrir à la fonctionnalité. Elle est dans la mécanistique, et elle est remarquable dans ce domaine. D'ailleurs, du coup, on est très fort dans les urgences et autres. Et après, comme on dit, ces médecines douces et autres, elle les comprend mal parce qu'elle n'est pas dans la fonctionnalité. Et entrer dans le problème du soja, quelque part, c'est ouvrir une porte qui va forcément perturber les médecins parce qu'ils vont devoir ouvrir une porte vers un nouveau monde qui est la fonctionnalité et il va devoir remettre en question beaucoup de choses dans la pratique. Je partage complètement ton avis parce que je trouve que voilà, ce que les médecins, bien souvent, à partir du moment où on dit c'est un phytoœstrogène, on dit que ce soit phyto ou pas phyto, c'est de l'œstrogène, l'œstrogène c'est prolifératif, et à partir de ce moment-là, bien sûr que non, il ne faut pas le prendre. Donc voilà, et je suis convaincu aussi qu'on a un manque de partage de savoir, de transversalité vis-à-vis de cette fonctionnalité qui pourrait permettre peut-être d'avoir un débat autre et des avis peut-être possiblement autres. Parce que moi, ce qui me gêne là-dedans, moi j'accompagne des gens dans le cancer comme médecin intégratif dans ses soins. Mais ce qui me gêne, c'est que le patient est au milieu de ce combat idéologique. Et que le cancer nécessite une confiance. Quand on est dans une telle lutte contre un cancer, on a besoin d'avoir une confiance, un état d'esprit qui est très positif pour lutter contre le cancer, cette notion de confiance. Et quand le patient va se trouver entre ces oppositions de médecins, là je trouve qu'il y a vraiment un problème. Au-delà de nos égos, de nos certitudes, on ne fait pas du bien au patient au milieu. Donc je trouve qu'il y a vraiment un débat à ouvrir à un moment donné. Il faut vraiment qu'on soit acteur de ce débat-là parce que c'est les patients qui trinquent au milieu. C'est pas le médecin. Le médecin, lui, il fait son job, mais c'est le patient qui trinque de par cette cacophonie. Si on revient à la musique, c'est une cacophonie autour de ce genre de conseils qu'on doit donner, en fait, de questions, de questionnements. Et, ce sera l'objet probablement peut-être de nos autres conférences, mais juste préciser, il n'y a pas qu'un phytoestrogène, il y a des phytoestrogènes qui ont tous leur action, qui peuvent être modulateurs, soit activateurs ou non. Voilà. Donc, en plus, là je rejoins la méconnaissance fondamentale, la fonctionnalité. Le resveratrol dont tout le monde parle, le resveratrol, c'est une famille qu'on appelle des stilbènes, c'est un polyphénol, un stilbène, c'est un phytoestrogène. Bon, en même temps, il est vachement bon, le resveratrol, il est antioxydant, anti-inflammatoire. Le vin rouge, c'est le polyphénol du vin rouge. De vin rouge, on l'a dans le raisin évidemment, on l'a dans d'autres plantes, il y a plein de plantes qui contiennent du resveratrol. Mais les oncologues, là, comme ça, qui sont anti-soja, ils ne parlent pas du resveratrol étant comme un phytoestrogène, ils ne le savent même pas des fois. Donc du coup, c'est malheureux. Donc du coup, il y a une information qui doit circuler, c'est tout à fait vrai. Donc on doit réfléchir à tout ça. Eh bien, on a du bon boulot. Merci à toi. Là, tu vois que on ouvre un débat. Alors, vraiment, je suis désolé. Là, c'est une première. Vous avez vu qu'on a été perturbé énormément par la fonction aussi d'Internet qui nous a coupé. Voilà, du coup, on va pas arriver à répondre à toutes vos questions ce soir.
mais on va les prendre, les étudier, et ça va nous aider à préparer les autres lives. Donc on réfléchit à se dire, on n'a pas posé le programme de façon absolue, et ben on va se servir de ces questions pour poser les suites. On revient vers vous pour vous donner la prochaine date. On vous donne rendez-vous pour le prochain live. On vous rappelle que cette émission, enfin, on y passe du temps, c'est l'énergie. Encore une fois, Pénélope vient de Lyon. Là, on est sur Aix-en-Provence. Jacques vient de Marseille. Ils ont bloqué leur journée pour ça. C'est une énergie importante qu'on met en place. Puis derrière, là, vous ne voyez pas, mais enfin, il y a Ahmed, il y a Dominique, Christelle, Karine, Merci à vous. Estelle, Ouais. Christian. Enfin, il y a du monde derrière. Merci. Et des sous aussi que ça demande. Donc, je vous remercie d'être indulgent. Merci de nous soutenir. Merci de diffuser aussi. C'est destiné à la francophonie. Hein. Moi, je suis ambitieux. Hein. On a des gens de Tahiti là qui sont branchés. Bonjour Tahiti. Bonjour la Réunion. Bonjour, je ne sais pas s'il y a le Canada, mais bon, en tout cas, c'est sûr de Tahiti. Donc, on vous La adore. Guadeloupe, il y a aussi. On vous aime, la Guadeloupe. Moi, j'ai été en Martinique aussi. Enfin, bonjour, les amis. Faites connaître, faites suivre pour que les prochains lives, on soit 100 000. Voilà, là, on était 300, 400. Ce serait Il y a les replays, il y en aura bien plus. Mais la prochaine fois, amenez tous les copains. Franchement, ça intéressera tout le monde. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Merci. Pénélope, merci. Jacques. Merci Jean-Loup de l'invitation, on reviendra. Oui. Pénélope, on revient? Écoute, on revient. Moi, On je me sens revient, plutôt allez. bien ici. Non, c'est plutôt fort agréable. Ahmed, c'est bon? C'est bon, on les garde. Allez. On Merci. vous dit à bientôt. Merci, excellente soirée. Merci beaucoup pour votre présence. On vous a senti. On ne parlait pas qu'à une caméra. Je sens bien que vous êtes là. Donc, merci de votre présence et faites connaître. À bientôt. Merci. Au revoir.